Bonjour à tous, moi c'est Angèle Marchand, je suis infirmière et en études de sexologie. Avec Michel, nous avons fait venir 3 personnes qui vont se présenter juste après ce petit mot d'introduction. Donc il y a Vera Flynn, Christelle Bonny et Armelle Andro. On va parler aujourd'hui, là nous c'est autour de la cybersexualité. Alors qu'est-ce que c'est la cybersexualité ? C'est la rencontre entre la sexualité humaine et les technologies numériques. Elle englobe toute activité sexuelle qui se déroule en ligne, donc via des écrans, des objets connectés ou des environnements virtuels. La cybersexualité ne se limite pas à un acte technique et elle soulève des enjeux complexes et multidimensionnels, notamment intimes, juridiques, éthiques, psychologiques, relationnels, culturels et aussi technologiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment la cybersexualité peut transformer nos manières de désirer, de relationner, d'exprimer l'intimité et d'exercer notre liberté sexuelle. Comment elle peut être un outil d'empowerment, notamment pour les femmes et les minorités sexuelles, en permettant de sortir des normes sociétales et patriarcales. Mais aussi, comment elle peut présenter des risques bien réels, comme des dérives d'usage et des impacts sur la santé mentale, et notamment des difficultés liées à des manques de cadres législatifs et éthiques. Aujourd'hui, pour nous, il est important de rappeler que nous ne sommes pas ici pour porter un jugement moral sur des pratiques ou sur la cybersexualité, mais bien de comprendre, d'apprendre et d'ouvrir un espace de réflexion et de dialogue sans tabou dans un cadre bienveillant d'écoute. Je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Vera Flynn, j'ai 34 ans et je suis travailleuse du sexe virtuel depuis maintenant 2011. Donc j'ai commencé assez tôt suite à une réduction mammaire et je fais toutes sortes de choses virtuellement, que ce soit de la webcam, que ce soit de la création de contenu photo, que ce soit du contenu vidéo, etc., du téléphone rose, tout ce que je ne rencontre pas. C'est juste je ne rencontre pas et je fais que de la cybersexualité. Voilà. Bonjour, moi je suis Christelle Bonny, je suis là en tant que présidente de Sextech for Good, qui est un collectif qui regroupe tous les acteurs, les entrepreneurs et des sexos qui développent des projets innovants dans tous les domaines de la sexualité, que ce soit la prévention, la santé, l'éducation et le plaisir, évidemment. Et moi, je suis Armelle Andro, donc je suis déjà intervenue ce matin et je suis là en tant que professeure de démographie et chercheuse sur les questions de sexualité. Et j'ai notamment fait partie dans l'équipe de recherche autour de cette enquête des personnes qui ont essayé pour la première fois d'étudier les questions de cybersexualité dans une grande enquête en population générale. Et donc, c'est ces premiers résultats que je voudrais vous présenter. Du coup, on va commencer cette table ronde. Elle va être un peu plus autour de la discussion. Donc, n'hésitez pas. Après, il y a une première partie où Armelle va un peu nous présenter quelques données encore qui sont plus spécifiques à la cybersexualité par rapport à l'enquête. Et après, c'est vraiment un temps d'échange et de questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser aussi vos questions. Je vais laisser la place à Armelle. Merci. Donc juste moi je peux pas parler sans mon petit PowerPoint, c'est comme mon doudou, ça me rassure. Et puis surtout ça me permet de vous présenter des résultats. Dans cette enquête, toujours la même, contexte des sexualités en France, on a essayé pour la première fois d'intégrer un module de questions pour essayer de mesurer, de produire des chiffres sur les nouvelles pratiques de sexualité numérique. Alors on ne savait jamais trop comment les appeler, la sexualité en ligne. On n'a pas parlé de cybersexualité, on parlait plutôt de sexualité numérique. C'était un peu compliqué parce qu'il n'existait pas de questions. Autant toutes les autres pratiques sexuelles, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est les mêmes questions qu'on utilise depuis 30 ans ou presque. Là, en fait, en France, pour l'instant, en français en tout cas, plus largement, il n'y avait pas eu de questions standardisées sur le sujet. Donc on a fait un travail de recherche dans la littérature
internationale, puisque dans les pays anglophones, il y avait déjà eu plusieurs enquêtes et on a essayé donc de construire un certain nombre de questions sur le sujet. Donc, ce qu'on a essayé de mesurer, c'est d'abord ce que je vous ai rapidement présenté ce matin, c'est ce qu'on pourrait appeler l'entrée dans la sexualité numérique. C'est-à-dire, c'est quoi les premières fois où on fait des trucs sexuels en ligne. Donc, je vous présenterai des résultats là-dessus. Et puis ensuite, on a essayé de différencier deux choses. C'est d'une part de considérer que les espaces numériques sont devenus un nouveau lieu de rencontre sexuelle. C'est là qu'on va rencontrer des partenaires sexuels avec qui on va faire du sexe après, soit en physique, soit en virtuel, à distance. Mais en tout cas, c'est un lieu de rencontre qui s'ajoute à tous les lieux de rencontre qui existaient traditionnellement. Le bal pour les plus anciens, les boîtes ou les soirées étudiantes pour les plus jeunes. Et donc, aujourd'hui, c'est en ligne. Alors, ça peut être sur des sites dédiés, mais ça peut être aussi sur n'importe quel réseau social, par connaissance interposée, etc. Donc, c'est tout bêtement un lieu de rencontre comme les autres de ce point de vue-là. Et puis, il y a, par contre, tout ce qui relève des nouvelles pratiques liées au développement des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des échanges de séduction, des échanges érotiques, des échanges sexuels à distance. Et donc là, dans la masse de toutes les choses qu'on peut faire, on a essayé d'en quantifier quelques-unes, ce qui était assez compliqué parce qu'il fallait qu'on soit sûr de poser une question que les gens comprennent et qui nous répondent oui, j'ai déjà fait ça et je l'ai fait une fois dans ma vie ou je le fais régulièrement. Enfin, et d'essayer de quantifier ces échanges. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des questions sur les échanges d'images intimes. On a posé des questions aussi sur les webcams. Où là, ça a moins marché. On n'a pas encore réussi à analyser les résultats parce que c'était un peu plus foireux, notre question. Ça ne marche pas toujours. Et puis, on a essayé aussi de poser des questions sur les enjeux de consentement dans ces échanges, sachant qu'on avait quand même, au moment où on a conçu l'enquête, émanant des financeurs et des pouvoirs publics, beaucoup d'inquiétudes et de panique morale sur notamment les activités des jeunes en ligne et sur les risques et périls que ça leur faisait encourir. Et donc, il y avait un vrai enjeu à définir ce qu'étaient ces pratiques, à les qualifier. Est-ce que c'était des pratiques subies ou au contraire des pratiques choisies? Et dans quelle mesure elles étaient satisfaisantes ou au contraire, est-ce que c'était vraiment des nouvelles formes de violence sexuelle? Donc c'est un peu tout ça qu'on a essayé de montrer dans ces questionnements. Donc déjà, la première chose qu'on a pu mesurer, en posant une question très générale sur est-ce que vous avez déjà fait des trucs sexuels en ligne. Alors, c'était pas formulé comme ça, c'était un peu plus précis, mais je résume. Et donc, ce qu'on a pu voir tout de suite, c'est que, en fait, c'était quand même très, très, très répandu. Donc là, sur le il marche. Ah, j'appuie pas sur le bon. Ici, vous voyez, donc on a les âges, tous les âges. On est allé que jusqu'à 60 ans, parce que par contre, après 60 ans, il y a quand même une immense majorité de gens qui répondent, mais de quoi parlez-vous? Donc voilà, c'est beaucoup moins fréquent. Donc on voit, il y a 64% des femmes de moins de 30 ans et 73% des hommes de moins de 30 ans qui ont déjà eu une expérience sexuelle en ligne avec une autre personne, quel que soit le type d'expérience. Et on voit surtout que si on regarde les personnes qui ont déjà eu des expériences non hétéros, c'est-à-dire appartenant sous une forme ou sous une autre à des minorités sexuelles, là les chiffres sont encore plus élevés. Chez les femmes, c'est 85% et chez les hommes, c'est quasiment tout le monde, c'est 90%. Pour les plus jeunes. Mais on voit que même à 50, pour les 50-60 ans,
on est quand même à un quart des femmes, 40% des hommes, la moitié des femmes non hétéros et 60% des hommes non hétéros. Donc c'est vraiment quelque chose qui est massif dans l'ensemble de la population. Si on regarde un peu plus dans le détail, donc on a essayé, ici, là, on a d'un côté, donc le premier graphique là-bas, c'est le fait d'avoir déjà rencontré un partenaire sexuel sur un site ou une application de rencontre. Donc on voit que c'est 40% des femmes et 44% des hommes chez les moins de 30 ans. Voilà, ça descend vite avec l'âge, mais bon, voilà, c'est quand même une expérience très répandue. Ensuite, si on regarde du coup l'autre indicateur, c'était le fait d'avoir déjà échangé des images intimes, donc d'avoir reçu ou d'avoir envoyé une image. On a différencié les deux. Donc ce qu'on voit, c'est que là aussi c'est des choses fréquentes, hein, en particulier chez les plus jeunes. Donc là, c'est d'avoir déjà reçu une image. Et ça, c'est d'avoir déjà envoyé. Donc, globalement, on reçoit plus qu'on envoie à tous les âges, et qu'on soit un homme ou une femme. Alors, évidemment que ça va demander des analyses beaucoup plus approfondies pour savoir qui envoie. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas? On a plein de questions là-dessus, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de les analyser. Ça, c'est vraiment juste les indicateurs bruts, quoi, pour dire, bah voilà, il y a plus de la moitié des moins de 30 ans qui ont déjà reçu ou une image intime, et 40% qui en ont déjà envoyé une. Donc ça veut dire qu'il y en a 60% qui ne l'ont jamais fait. Voilà, aussi. Voilà pour ces indicateurs. Et donc, au-delà de la description des phénomènes, on a essayé de mesurer donc, quelle était la part là-dedans des expériences qui étaient des expériences négatives. Donc, on a essayé d'investiguer ces expériences négatives en posant des questions sur le harcèlement sexuel, en posant une question sur les images intimes reçues non consenties, et sur le fait qu'il y ait des images intimes de soi qui aient circulé à son insu. Et là, donc, en agrégeant toutes ces expériences négatives, on a construit cette idée d'expérience de violence sexuelle et sexiste en ligne, ou d'expérience préjudiciable en ligne. Et donc, on est quand même à un tiers des femmes de moins de 30 ans et un quart des hommes de moins de 30 ans qui déclarent avoir déjà vécu une expérience de ce type. Si on regarde sur tous âges confondus, on est à peu près pareil pour les hommes et pour les femmes. Ça fait 13% à peu près des gens qui disent oui, mais déjà arrivé un truc vraiment pas drôle au cours d'activités sexuelles en ligne. Alors ce chiffre, c'est important parce que ça montre que effectivement c'est un phénomène qui est présent, important chez les plus jeunes, mais que ça ne représente pas la totalité des expériences. Ça veut dire que les 2/3 des expériences étaient des expériences positives. Donc voilà, ça cadre un peu les choses sur les paniques morales, de dire oui, on a raison de faire de la prévention, mais par contre l'idée d'interdire ou de criminaliser ou de rendre de disqualifier la sexualité en ligne, non, en fait majoritairement c'est quand même des choses plutôt chouettes qui s'y passent. Donc ça c'est le graphique que je vous avais déjà montré ce matin pour montrer ces histoires d'âge aux premières fois, où on voit bien ces changements dans le temps. C'est-à-dire, là c'est les générations, donc ça c'est les gens qui avaient 18 ans dans les années 70, enfin à la fin des années 70, les gens qui avaient 18 ans là récemment, là en 2023. Ceux qui avaient 18 ans à la fin des années 70, ils ont eu leur premier rapport sexuel à 18 ans, là. Ils ont vu leur premier film porno autour de 25 ans. Et puis, ils sont allés faire des trucs en ligne sur les images et tout ça
après 45 ans, évidemment, parce que les outils n'existaient pas avant. Donc pour eux, c'est des choses qui sont arrivées très tardivement dans leur vie sexuelle et qui ne font pas du tout partie de leur socialisation à la sexualité. Alors que vous voyez qu'évidemment, pour les plus jeunes, donc ça c'est les hommes, ça c'est les femmes, pour les plus jeunes, en fait, le premier film porno, le premier rapport sexuel et les premiers échanges numériques en ligne, tout ça, ça arrive à peu près au même moment. Alors, pas exactement dans le même ordre quand on regarde dans le détail, mais globalement, la sexualité en ligne fait complètement partie du calendrier et des expériences qu'on vit dans l'entrée dans la sexualité. Et des entretiens un peu plus qualitatifs qu'on avait pu faire avec des ados au moment où on préparait l'enquête. Ils nous disaient bien que eux, leur première fois sexuelle, de leur point de vue, c'était la première fois qu'ils avaient envoyé une photo, c'était la première fois qu'ils s'étaient dit « Ouh, je suis en train de faire un truc d'adulte sexuel ». Et en fait, c'était de se prendre en photo et d'envoyer la photo à son partenaire. Oui, on peut changer de diapo. Donc, dernier point, peut-être du coup, avec une des grandes inquiétudes aussi autour de la diffusion, de la disponibilité des supports de sexualité ou des images ou des productions culturelles sexuelles en ligne. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour du coup de la consommation de pornographie. Donc là aussi, on a essayé de produire quelques chiffres qui permettent de cadrer les choses. L'âge médian au premier film, aux premières images pornographiques. Donc ça, c'est l'âge au premier rapport sexuel pour les hommes et pour les femmes. Et on voit que l'âge au premier film porno, alors ça, c'est les hommes, ça, c'est les femmes. On voit qu'effectivement, au fil du temps, ça baisse. Mais on reste au-dessus de 14 ans pour les garçons et que presque 15 ans pour les filles. En âge médian, c'est-à-dire la moitié des gens ont déjà vu un film porno à cet âge-là. L'autre moitié n'en a pas encore vu. Donc c'est pas 6 ans et demi, c'est pas de plus en plus tôt. C'est quand même des tendances qui sont relativement... avec des évolutions qui sont pas si inquiétante si on veut considérer que c'est pas bien de regarder des images porno, ce qui reste encore à discuter, mais c'est un autre problème. Et sur la consommation de porno, donc là on voit qu'il y a toujours des écarts entre les hommes et les femmes. Chez les femmes, elles sont 17% à avoir vu du porno dans les 12 mois. Les hommes, c'est 55%. Et chez les plus jeunes, on est à 39% pour les femmes, 78% pour les hommes. Donc il y a encore toujours un rapport à la consommation de porno qui reste très différent avec des effets de genre très forts. Et je ne sais plus ce que j'ai dit. Ah voilà. Et puis juste pour finir, quand même, un autre sujet sur lesquels on a aussi posé des questions, c'est sur les espaces numériques non pas seulement comme lieu de consommation ou d'échange sexuel, mais aussi comme lieu d'information et de ressources en santé sexuelle en particulier. Donc là, c'est des résultats qui viennent de l'autre enquête qui a été menée en même temps, l'enquête de Marie Bergström qui s'appelle « La sexualité qui vient » et qui montre effectivement comment... tout ce qui est à la fois les productions culturelles, les réseaux sociaux et la pornographie en ligne font partie des sources d'informations sur la sexualité bien avant la famille pour les jeunes des générations actuelles, même si ça arrive après les pères. Donc on parle d'abord plus de sexualité avec ses pairs, mais ensuite c'est en ligne qu'on s'informe sur la sexualité. Et autre question qu'on avait posée nous dans notre enquête, c'était sur les perspectives un peu à l'avenir c'est des choses qui sont beaucoup promues par l'Organisation mondiale de la santé sur les auto-soins en matière de santé sexuelle et le fait de se débrouiller tout seul. Il ne faut pas le dire comme ça, mais
de forme d'autonomie sur la santé sexuelle. En France, c'est pas du tout développé autant que dans d'autres pays. C'est pas possible de trouver des pilules contraceptives sur Internet. L'accès à l'IVG médicamenteuse, c'est pareil, c'est pas vraiment possible sur Internet, même la PrEP non plus. Donc on a posé des questions là-dessus sur l'acceptabilité sociale. Est-ce que les gens seraient d'accord pour qu'on leur propose d'avoir la pilule ou d'accéder à une IVG médicamenteuse ou d'accéder à la PrEP en ligne, et on voit que ça reste très... Il y a beaucoup de réticences en France. Alors nous, on s'attendait à ce qu'il y ait on savait qu'il y a des réticences dans le monde médical là-dessus, mais on pensait qu'en population générale, les gens étaient plutôt demandeurs de ce genre de service. Et en fait, on a été très étonnés, c'est que globalement, non. Il y a vraiment pas du tout de désir autour de l'accès aux prescriptions en ligne. Il y a toujours une forte demande de dire non, pour accéder à la santé sexuelle, on veut que ça passe par des interactions avec des professionnels de santé. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'était un résultat qui nous a un peu étonnés. Voilà, et je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. On a le temps pour une question directement. On va aussi avoir un moment aussi général pour les questions. Moi, j'en ai une, mais je ne sais pas si toi, tu en as une en tête. Donc, j'ai peut-être un biais dans ma question, mais je me demandais quels étaient justement les défis en recherche pour ce sujet-là, parce que vous avez dit déjà que ça avait été compliqué avec les questions sur les webcams. Est-ce que, quels sont un peu les enjeux pour les chercheurs qui s'intéressent à étudier ce genre de thématiques? En fait, les enjeux, c'est qu'en fait, on est face à des transformations sociales qui sont ultra rapides. C'est-à-dire que là, nous, par exemple, on a commencé à faire le questionnaire de l'enquête en 2019, les premiers tests. Bon, après, le monde s'est arrêté de tourner, on a été obligé d'arrêter l'enquête et de la recommencer seulement en 2022. Mais déjà, notre questionnaire était complètement ringard. Entre 2019 et 2022, tout avait changé, quoi. Et donc, on a déjà dû faire une mise à jour sur ces questions-là en 2022. Et en fait, là, maintenant qu'on a les résultats, tout le monde nous dit « Et vous n'avez pas posé des questions sur les IA ?» Ben non, parce qu'en fait, en 2022, ça n'existait pas, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet, justement, autour des questions de sexualité, enfin, la manière dont la sexualité s'est emparée des IA et vice-versa. Et en fait, on a zéro question là-dessus. Donc, un des enjeux, c'est de dire comment on fait, dans un contexte de vraie révolution technologique continue, pour suivre le changement social qui va à une vitesse plus rapide que nous. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose qui est un peu compliquée, c'est comment quand on fait des grandes enquêtes comme celle-là, où vous vous souvenez, on a essayé d'interroger les gens de 15 à 89 ans. C'est des pratiques qui sont, ces révolutions technologiques, elles sont quand même très différenciées en fonction de l'âge. Et donc, de faire des questionnaires où on pose les mêmes questions à tout le monde, normalement, et sachant qu'à partir de certains groupes d'âge, ils comprennent absolument pas de quoi on est en train de leur parler. Et où pour les plus jeunes, à l'inverse, ils sont pas encore socialisés à ces usages. Et c'est pas du tout le rôle de l'enquête de les initier à des usages qu'ils connaissent pas encore. Donc il y a aussi toute une complexité à trouver des questions ou des questions filtres pour être sûr de poser la question sur les usages que aux personnes qui sont réellement concernées. Donc c'est une difficulté un peu technique, mais voilà. Complètement, merci. Ça illustre vraiment les défis auxquels on peut faire face sur ça. Et je trouve que ça enchaîne très très bien avec une question que j'aurais pour Christelle Boni, justement sur les tendances et quelles tendances et innovations vous semblent les plus marquantes en ce moment dans le monde de la sextech. Quelles sont les choses que vous voyez se développer à l'heure actuelle?
Évidemment, l'IA, on n'a jamais eu une techno qui s'est développée et qui a été adaptée aussi vite. Alors, dans la sextech, je rappelle, c'est sexualité avec un S et technologie. Donc, le terme, maintenant, il a un peu plus de 10 ans. Et vous parlez de cybersexualité, on fait digisexualité, on peut avoir plein de termes. Il a commencé avec même Skype, parce que, c'est une constante dans le terme de l'innovation. C'est parce que les films porno étaient inscrits sur des VHS que c'est le système, le format qui s'est imposé, par exemple. C'est parce qu'il y avait du porno et du foot que Canal+, que les gens se sont dit, tiens, on va accepter de payer pour avoir la télé. C'est une constante, donc c'est pas étonnant. Et chaque techno qui sort, en général, quand elle est adoptée dans ce domaine-là, c'est qu'elle va marcher. Au début, Snapchat, c'était pour les couples adultères, pour s'envoyer des contenus. Et puis, on voit aujourd'hui que c'est bien différent, mais c'est une constante. Et l'IA va encore plus vite, avec des biais et des choses on peut avoir moins de recul rapidement. Et elle pose énormément de questions d'éthique, parce que une IA dans un sextoy qui permet de réapprendre le plaisir après un cancer, ça peut être génial, mais une IA qui vous permet, et c'est interdit en France, mais on l'a vu sur des salons à Barcelone, il y a certains membres du collectif qui sont là, qui permet dans une application porno de connecter à un toy, de mettre la tête de qui on veut dessus. Oui, forcément, ça questionne le consentement, l'image, la propriété. Donc on voit bien. Donc l'IA pose énormément de questions. On a eu tous les sextoys connectés, on a les univers virtuels, je pense qu'on va en parler, qui sont aussi bons pour les fantasmes, mais qui posent aussi, il y a toujours cette question de la limite, de qu'est-ce qu'on peut y faire. C'est pas parce qu'on peut tout faire qu'on doit tout faire, il faut se poser des questions. C'est aussi tout l'enjeu de notre collectif de réfléchir à ça pour développer des choses qui apportent des solutions. Ce qu'on a quand même un biais en France, c'est que les innovations tout de suite sont vues de manière très anxiogène. Et donc on jette le bébé avec l'eau du bain en disant ça nous fait peur, on va être tous remplacés, donc on ne fait rien. Mais il y a aussi plein de gens qui attendent des solutions où on pourrait développer avec ces technologies, et on ne le fait pas parce que il y a trop de tabous. Mais oui, clairement, l'IA va révolutionner et révolutionne vraiment, mais à vitesse grand V, y compris pour les travailleurs du sexe. Voilà. Oui, juste pour réagir à l'IA, je vois bien que c'est pas une bonne chose dans notre métier, parce que nous, par exemple avec les plateformes comme OnlyFans et tout, on sait que maintenant il y a un genre d'automatisation des messages qui peuvent se faire via une IA ou des choses comme ça, et du coup ça déconnecte complet la personne, genre on n'est plus du tout des humains, il y a de la déshumanisation qui arrive, et que déjà c'est compliqué un peu de dire oui on est des humains, on n'est pas des robots, je voyais un peu juste un peu plus que oui bien sûr on fait du sexe en ligne, mais on a aussi des émotions, on a des sentiments, on essaye de transmettre un message. Et l'IA pour nous ça peut être un outil qui peut nous aider évidemment, même dans des scénarios pour des idées, des choses et tout, mais ça peut être un outil qui peut aussi être dangereux. Donc je pense qu'il faut prendre avec des pincettes. Oui, et puisqu'on est là pour réfléchir aussi collectivement, c'est vrai que l'IA permet beaucoup de choses, mais quel est l'impact en fait Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, je crois que c'est 35 millions déjà de personnes, de gens qui sont dans des applications comme Replika, et donc qui relationnent ou qui sexent avec des IA. On a des publicités sur à peu près tous les sites qui parlent du sujet, sur comment trouver le meilleur site pour avoir la meilleure petite amie ou le meilleur petit ami. Et donc c'est vrai qu'on se pose aussi la question comment après accepter d'être en relation avec un humain qui aura plein d'imperfections quand on peut se créer quelqu'un qu'on pense parfait, y compris dans tous les codes et les injonctions du corps, puisque je vous invite à tester et vous mettez petit ami idéal sur ChatGPT, vous allez voir l'image qu'il va vous donner, et on va être sur un modèle très viriliste américain, pas de poils, des gros muscles, enfin on répète des schémas. Donc derrière il y a aussi toute cette problématique des gens qui codent et des biais de genre qui sont même dans comment on crée ces outils. Et donc ces outils qui peuvent amener de la liberté finalement réinscrivent aussi les gens dans beaucoup d'objectivation des corps, beaucoup d'injonctions, beaucoup de normes. On peut choisir, même si on veut choisir sa poupée en ligne, et donc on va choisir la taille des seins, la taille du vagin, avec ou sans poils. Enfin, et effectivement, les corps sont très formatés, sont très normés. Il n'y a pas de gens de toutes les tailles, de toutes les morphologies. Il n'y a pas de poupée tatouée. Il n'y a pas de. Enfin, voilà, c'est assez pauvre. Et donc, on commence aussi à avoir des sexos qui nous disent, oui, j'ai eu le cas, qui m'a dit, j'ai compris au bout de 40 minutes que la personne que je recevais me parlait pas d'une vraie personne, mais d'une IA.
Donc, et forcément, ça c'est pas le même diagnostic, c'est pas le même accompagnement. On a un problème de dissociation plutôt qu'un problème de relation de couple, par exemple. D'où l'importance aussi, et merci de nous inviter aussi pour ça, de créer des ponts, parce que tous les professionnels de santé sexuelle, ils doivent faire cette veille-là pour se dire, voilà, ça existe, les usages vont très vite, donc il faut rester collé à cette réalité de ce que vivent les gens qu'on reçoit pour bien les accompagner, pour parfois leur proposer des outils, parce que ça peut vraiment aussi enrichir nos pratiques, mais aussi dire, attention, il peut y avoir des risques, et d'accompagner aussi dans les utilisations de ces outils-là. Je peux juste réfléchir. Parce que aussi là, il me semble que ChatGPT, pour l'instant, il est assez limité sur tout ce qui est érotique, mais là, ça va plus être le cas. Il va y avoir une mise à jour qui va s'appeler Erotica, je crois. Et en gros, ChatGPT aura déjà qu'il n'a pas beaucoup de limites, c'est-à-dire que si on contourne un peu, on arrive à avoir une conversation plus ou moins sexuelle avec lui. Mais là, on va carrément pouvoir y aller. Et du coup, ça va quand même un peu nous voler notre travail à nous, hein, ça c'est pas bien. Mais aussi, c'est dangereux parce qu'en fait, on va se retrouver... genre, ChatGPT, en fait, il va toujours être d'accord avec nous. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il est toujours d'accord. Donc, vous remarquez, hein, c'est comme ça qu'on remarque une IA, c'est que jamais il va vous dire que vous avez tort. Et là, on peut un peu se demander comment ça va se passer pour le futur, quoi, surtout dans le domaine de la sexualité. Super. Et juste parce que, enfin, je ne sais pas si on parle de l'effet Elisa. Je sais pas si ce que c'est. On a cette capacité en tant qu'être humain, en fait, à humaniser, y compris les IA. Et donc, on voit dans l'utilisation des gens. Très rapidement, je parle même à ChatGPT. En fait, je vais lui dire bonjour, je vais lui dire merci, je vais lui dire... et en fait, on va relationner, lui parler un peu comme si c'était une vraie personne. Ce qui fait que ça va très très vite, en fait. Et donc, ce biais-là qu'on a, en fait, c'est pour ça qu'il explique aussi qu'autant de gens, après, ils sont entraînés parce que, oui, l'IA, elle me trouve belle, elle me parle tous les jours, elle m'envoie un petit mot doux, Et donc c'est compliqué parce qu'on est fait comme ça avec cet effet-là, en fait, de rentrer en empathie, même avec de la technologie. Et donc c'est pour ça que ça va très très vite. Vous avez tous vu le film Heure, mais ça y est, on y est. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Angèle, tu as une question directement ? Parfait. Après, on pourra peut-être ouvrir aussi la salle parce que je vois des réactions parmi certaines personnes. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu avec justement quels outils vous avez accessibles pour les personnes déjà concernées qui ont besoin d'informations ou d'accès au plaisir, et aussi pour les thérapeutes et pour ceux qui accompagnent les personnes. Qu'est-ce que vous avez comme outils, notamment dans la cybersexualité ? En fait, c'est compliqué parce qu'à chaque personne et à chaque situation va amener un outil un peu différent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant. Déjà, vous pouvez regarder Sextech for Good et nous rejoindre parce qu'on va proposer et voir tous les gens qui innovent et les outils qu'ils proposent, c'est-à-dire avec des nouvelles valeurs. C'est-à-dire, je prends une application comme Melba, par exemple, qui fait de l'audio guide pour les couples, pour les guider sur des scénarios sexuels. Ça commence par un discours véritablement posé sur le consentement, y compris dans le couple. Et c'est quelque chose dont on parlait pas du tout il y a quelques années. On a des nouveaux jouets aussi qui sont de plus en plus inclusifs et qui me semblent aussi intéressants. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui qui me rapportent à ça. C'est intéressant, par exemple, pour des sexos, qu'on a des toys qui fonctionnent pour les hommes ou les personnes à pénis, y compris quand on n'a pas d'érection. Ça peut changer une prescription en première intention, et ça permet aussi de dire qu'effectivement la sexualité, elle est plus pénétrocentrée, qu'il peut y avoir d'autres choses. Donc ça, c'est intéressant. Il y avait des plateformes d'éducation comme il y avait Oh My God Yes, mais c'est Climax en France, qui montrent vraiment des choses. Et c'était, je crois, la première vertu, c'était de dire, parce qu'on voit vraiment plein de sexes différents, de dire ah oui, donc on est tous des toutes différents, et on peut tous et toutes avoir des techniques différentes. Donc, puisque 90% des questions qu'on pose dans les cabinets, c'est est-ce que je suis normale ? Et là, du coup, cette question-là, elle est un petit peu évacuée. Je peux découvrir mon corps, parce qu'on parlait d'empowerment aussi. Donc, je
voilà. Donc ça, c'est des outils qui peuvent être conseillés, mais des applis, il y en a plein. Il y a Aude ici qui fait voilà, de comment faire du sport et d'avoir les bonnes postures. Ça peut être des applications pour se découvrir dans le couple. Sur les univers virtuels, oui, je peux être une femme et être un homme dans un univers virtuel ou une licorne si ça me chante. Enfin, c'est multiple. Après, quoi choisir? Je suis pas thérapeute, donc en fonction de chaque cas. Mais ce que je veux dire, c'est que la boîte à outils, elle est très très riche et elle mérite d'être connue en permanence, y compris pour le potentiel et encore une fois pour les risques, puisque ce qu'on nous oppose souvent aussi, c'est de développer de nouvelles injonctions à l'orgasme, à la sexualité mécanique. Donc ça, oui, ça peut exister. Mais voilà, toujours voir le potentiel et c'est extrêmement riche. Merci. Allez-y. Juste, non, je pensais à une autre plateforme qui va arriver en France, où on a de plus en plus de thérapeutes qui consultent en ligne, et ça aussi, ça a été un grand pas, parce que c'est pas facile d'aller dans la rue et forcément pousser la porte d'un cabinet d'un sexo. C'est plus facile en ligne, et aussi le Covid a aidé à ça sur l'adoption de la consultation en visio. Et il y a des plateformes qui nous arrivent, notamment du Canada, qui vont se développer en France, où les thérapeutes peuvent non seulement organiser leur consultation, mais aussi avoir accès à de la formation et de l'information continue. Donc on va travailler avec eux pour la partie techno et aussi avoir accès à de la supervision. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent en tant que thérapeute, sexothérapeute, pas toujours avec je suis désolée de dire, mais les bons diplômes. Et bon, voilà, c'est aussi pour un peu sécuriser et puis pour donner, parce qu'on peut pas se lancer comme ça, on joue avec la vie des gens aussi. Complètement, merci beaucoup. J'aurais une question pour Vera aussi, pour rebondir sur ça, pour voir, je me demande, est-ce qu'il y a des tendances que vous remarquez parce que vous avez dit que vous travaillez depuis 2011 dans cet espace-là. Est-ce que vous avez remarqué des tendances dans les demandes des clients, soit que vous remarquez ou que d'autres gens vous ont rapporté, des choses qui ont peut-être évolué ou... Alors je pense que déjà pour rebondir, déjà il y a l'utilisation de jouets connectés et ça je pense que c'est important quand même grâce aux jouets connectés, c'est-à-dire que par exemple on met un petit œuf vibrant et un jeton qui correspond à genre 1 centime ou un truc du genre, ça nous fait vibrer et du coup nous on gagne de l'argent. Et sans ces outils connectés là, on gagnerait pratiquement pas d'argent actuellement sur les sites de webcam parce que on voit quand même que c'est ce que le client cherche. Mais par contre ce que le client cherche de plus en plus c'est l'extrême en fait, parce que on est quand même assez inondé de porno, on va pas se mentir, le porno il y en a absolument partout, et que ce soit sur les réseaux, que ce soit internet est rempli de porno, mais c'est compliqué de faire payer pour de la pornographie, c'est très compliqué, parce qu'en fait les gens s'imaginent qu'une fois qu'ils ont payé leur abonnement internet, en fait ils ont accès à tout le porno de la terre gratuitement, genre que nous ce qu'on fait c'est pas un travail, c'est genre limite inclus dans leur abonnement internet, ce qui est évidemment faux. Quand on regarde certains films et tout, c'est juste des films piratés ou des vols carrément, mais nous on n'a pas le truc de Adopi évidemment, mais après voilà, c'est toujours l'extrême. Il faut aller dans l'extrême. Heureusement, on n'a pas que ça. On a des clients qui ont des demandes très particulières qui peuvent que faire un peu en ligne parce que mais ils auraient trop honte, entre guillemets, d'en parler à leurs partenaires ou à d'autres gens. Mais on remarque que pour faire payer maintenant, ça devient de plus en plus compliqué et que faut que ça soit pas cher. Et il faut que ce soit qu'on voit le plus possible, etc. et qu'on donne le plus possible de nous-mêmes. Sauf que on n'est que des humains. Moi, j'ai pas de boîte de prod. Beaucoup de mes collègues n'ont pas de boîte de prod. On n'a pas de boîte tout court, quoi. Moi, je suis auto-entrepreneur, je suis toute seule. Donc, je veux faire du porno parce que ça me plaît. Mais après, pour en vivre, c'est compliqué. Et puis, les clients n'aident pas, en fait. Merci beaucoup pour la réponse. Le sextoy connecté peut avoir aussi des vertus. Dans d'autres domaines, on voit les relations de couple ou à distance, voilà. Et puis avec l'édition connectée, de plus en plus aussi avec les univers virtuels, et ça s'explique puisque en fait c'est la dimension haptique qui augmente en fait la réalité de l'expérience qu'on vit. C'est exactement pour ça aussi qu'ils le font quand ils se connectent avec vous, parce qu'ils ont le contrôle, voilà. Et on peut avoir des toys connectés aussi, hommes, femmes, voilà, et à distance. C'est aussi ce qui fait le succès de nombreux sites de VR, de porno, voilà. Parce que voilà, l'expérience elle est plus forte une fois qu'on ressent quelque chose, voilà, d'un point de vue physique.
Moi, je vais poser une question à toi, Vera, pour savoir un peu au niveau de la sécurité des données, votre sécurité à vous en ligne, voilà un petit peu le côté un peu plus peut-être un peu plus risque de la cybersexualité. Je vais bien. En fait, être travailleuse du sexe virtuel, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup fantasmer. On le voit ces derniers temps avec beaucoup d'articles de médias qui parlent de s'inscrire sur OnlyFans, de gagner plus de 10 000 euros par mois en publiant juste quelques photos, etc. Que vraiment c'est le truc à faire. Ou même, on a tous déjà entendu « Oh, je vais vendre des photos de pieds et je vais me faire plein d'argent, etc. » C'est faux, hein. C'est faux, c'est pas aussi simple. Et en fait, il faut savoir qu'une fois qu'on est sur Internet, qu'on partage notre vie intime sur Internet, ça sera jamais oublié. C'est-à-dire qu'on ne sera plus jamais anonyme et il faudra supporter ça, dans le sens où vraiment, on a ça sur nos épaules, quoi, pour toute la vie, et ça peut nous fermer des portes parce que des gens ne voudront jamais collaborer avec des gens qui ont fait du porno, etc. Voilà. Donc, ou même travailler, par exemple. Moi, j'ai déjà vu des affaires de quelqu'un qui était genre femme de ménage ou homme de ménage dans un collège et qui avait fait un film porno et il s'est fait virer. Mais là, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, on n'est plus anonyme. On se fait voler nos contenus très souvent. Ça s'appelle des leaks. Et c'est des gens, ils prennent notre contenu, ils le mettent à libre disposition, ou même encore mieux, ils font payer en fait pour donc l'argent leur revient à eux mais ne nous revient pas à nous, et c'est parfois plus cher que ce que nous on fait, donc ça n'a aucun sens. Mais en tout cas on n'est pas du tout protégé par aucune manière. Si on veut se faire supprimer et tout, les choses parfois c'est très compliqué. C'est des sites étrangers, on peut envoyer, il y a des sites bien sûr comme Pornhub par exemple qui sont plutôt sérieux, on envoie un DMCA et c'est bon, mais d'autres sites moi j'ai encore des enregistrements qui datent ils enregistraient ma webcam. C'est un robot qui a enregistré tous mes shows publics. Et c'est des enregistrements qui datent maintenant de 2011 et qui sont toujours en ligne, toujours trouvables. Et voilà. Donc c'est important de se rappeler qu'une fois qu'on commence là-dedans, la marche arrière est compliquée. Et moi, je l'ai appris un peu à mes dépens. J'allais justement vous demander d'un point de vue du domaine technologique, comment est-ce qu'on travaille avec les enjeux de protection des données, notamment pour les toits connectés Alors ça, c'est un sujet, ce que j'aimerais dire. Allez-y. Mais d'abord, c'est que les acteurs de la sextech ont des problèmes même pour développer leurs projets. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, se faire financer un projet d'innovation dans le domaine de la sextech, même si vous avez une stratégie de santé nationale sexuelle qui dit que la priorité, c'est les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, et que vous arrivez avec un projet qui répond à ça, on va vous dire « Ah, c'est pas politiquement correct, c'est pas éthique. » Alors, faut m'expliquer. C'est une priorité, et puis de l'autre, c'est pas finançable. On a du problème à ouvrir un compte bancaire, à trouver une assurance, à trouver une responsabilité professionnelle. Certains ont des problèmes pour trouver des bureaux, des incubations. Et si des fois on sait ce que vous faites, effectivement, vous pouvez avoir même des difficultés à louer un appartement ou à faire un crédit. Donc ça, c'est aussi pour ça que la France est un pays très très en retard sur le sujet. On est quasiment absent de la carte mondiale de la sextech parce que on a encore beaucoup trop de tabous par rapport à ça. Il y a un autre sujet sur lequel il faut être alerté, c'est que comme on n'est pas du tout les champions et qu'on compte pas sur l'échiquier, on a une très grande dépendance aux plateformes, parce que qui dit virtuel ni numérique dit des plateformes comme Google ou comme Apple. Il vous a pas échappé qu'elles sont américaines et qu'en ce moment les femmes, le plaisir des femmes, le corps, les droits à disposer de son corps et les libertés individuelles sont pas au top de leur forme. Récemment, vous avez Apple qui a demandé à toutes les applications qui traitent de la santé des femmes de se déclarer en tant que telles, ce qui fait que du jour au lendemain, ils peuvent appuyer sur un bouton et dire on supprime en fait ces applications-là. Ça veut dire et demain, les applications de sexo et les comptes féministes, on voit en ce moment qu'ils sont complètement shadowban sur Instagram, alors que les comptes masculinistes se portent très très bien. Donc c'est pour ça que j'étais très contente ce matin d'entendre le Tréma dire oui, et on a besoin d'hommes qui prennent la parole sur ces sujets-là parce qu'ils passent vraiment mieux entre les mailles du filet. Donc voilà,
là, on en a besoin. Mais c'est ça aussi la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour porter des messages d'éducation, même sexualité positive, voilà, c'est extrêmement compliqué. Développer des projets innovants, ça l'est encore plus. Donc la question de la fiabilité des données, c'est comme la santé, on nous demande d'avoir effectivement des données qui sont stockées sur des hébergements en Europe et à haut niveau de sécurité. Chaque fois qu'il y a un outil, il y aura, je pense, toujours des failles. C'est vrai qu'en quelques années, quand même, là, on essaye, je pense, de faire plus attention. Mais encore une fois, il y a très peu de toys qui sont faits en France. On n'a pas d'induit, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'a aucune, je dis bien aucune, usine de sextoy motorisée en Europe. Donc, on a l'équivalent d'un marché, alors en fonction des études qui peuvent être évaluées à 8 milliards. Je ne sais pas quel autre secteur d'activité on accepterait d'avoir autant en valeur et zéro en production dans l'Hexagone. Voilà. Et à chaque fois qu'on pose la question, c'est pas possible. Enfin, oui, si, pourquoi en fait. Et donc c'est très et le fait de pas avoir d'usine fait qu'on a des produits qui sont pas forcément dans les bonnes normes de sécurité au niveau des matières, fait qu'on réfléchit pas, par exemple, à des matières plus innovantes, fait qu'on réfléchit pas à des sextoys sur des marchés qu'on appelle de niche, même si j'aime pas ça, justement pour des seniors ou pour des personnes en situation de handicap, parce que ça n'intéresse pas à l'autre bout de la planète de faire des toys en marque blanche qui répondent à ces problématiques-là. Donc en fait, on se coupe d'un vrai écosystème avec des valeurs, donc qu'on pourrait aussi encore faire de plus en plus éthique et qu'on ne maîtrise pas. Merci beaucoup. Ça ouvre tout un tas de perspectives. J'ai envie d'ouvrir la place aux questions de la salle s'il y a des gens qui souhaitent rebondir, parce que sinon, je pense que nous, on va le faire. Oui ? Alors. Est-ce que ce micro-là, il fonctionne ou sinon ? Je crois celui-là. J'amène le mien. Merci, oui. J'ai une question pour Vera. Vous mentionnez cet espace de travail qui n'est pas très sécurisant pour vous, notamment au niveau du LIC. Ce serait quoi, vos besoins, je ne sais pas, politico-économiques, par exemple, que vous pourriez proposer pour vous, que vous identifiez qui serait aidant pour vous sécuriser dans votre pratique ? Alors déjà, j'aimerais qu'on nous autorise un peu plus à pouvoir explorer la sexualité plus librement en ligne, c'est-à-dire que là on est très dépendant par exemple de plateformes, c'est-à-dire Mime, OnlyFans, d'autres sites, etc. Avoir un site à nous, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et en fait, le problème, c'est que personne ne pense à nous, en fait. Genre, on a choisi de faire du porno, donc pour les gens, on a un peu mérité ce qui nous arrive, et on est dans une situation de total blocage. Moi, j'aimerais que vraiment on prenne ça au sérieux, on comprenne le vol de photos intimes, parce que c'est pas du revenge porn, parce que nous, on a choisi de le mettre. Du coup, c'est pas considéré aussi grave, parce que et c'est vrai, ce n'est pas aussi grave que le revenge porn. On va mettre les choses en perspective, mais nous, c'est des sous en moins. Nous, c'est du vol. Je veux dire, on fait tout un pataquès quand on télécharge un film illégalement. Mais par contre, les travailleuses du sexe, voilà, pour tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout et personne ne se soucie de nous et on est un peu juste là. Moi, je me fais de la veille sur moi-même. Je tape mon nom dans Google avec des mots clés pour être sûr que voilà, au cas où et tout. Et honnêtement, au bout d'un moment, j'ai baissé les bras. Je me suis dit, ça fait partie du métier, tant pis, il faut juste le savoir. Ouais. Merci. Peut-être regarder des plateformes. On a un des membres de Sex Tech for Good qui est Kingdom et qui propose, qui a réfléchi à ça et qui propose notamment un modèle économique plus intéressant, en tout cas plus faire. Je pense que oui, non, mais tout peut pas être parfait. Ils commencent aussi, mais ce qui était intéressant aussi dans leur démarche, c'est qu'ils ont aussi une vraie volonté d'accompagnement aussi et de protection des mineurs. Et je trouve que c'est intéressant tu disais, on va de plus en plus à l'extrême. C'est vrai que si on n'encadre pas, on sait qu'effectivement, à consommer du porno, on va chercher des contenus de plus en plus hard.
voilà, mais il y a une seule réponse au départ, c'est l'éducation. Oui, exactement. J'allais justement dire ça. Pour moi, on se met des œillères. On se met des œillères en France parce que tout le monde regarde du porno, les jeunes regardent du porno, on a pu le voir. Mais par contre, à l'école, par exemple, personne n'en parle. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, à la fin du collège ou au lycée, il va peut-être falloir faire pas que des cours basiques en mode consentement et tout aussi, mais aussi sur la pornographie, parce que c'est présent dans notre société, c'est présent sur TikTok. Moi, je suis beaucoup sur TikTok aussi, et là, je le vois bien qu'il y a carrément des TDS qui deviennent influenceuses, et ça, pour moi, ça me pose un problème parce que c'est pas le même métier et on s'adresse pas aux mêmes personnes. Donc, je pense que c'est important de faire de l'éducation aussi pour qu'on se dise bien, la pornographie, c'est du cinéma. C'est pas la vraie vie, c'est juste de la représentation de désir. C'est juste ça en fait, c'est des fantasmes, etc. Ça reste du cinéma. On digresse un peu, mais on aura en France, grâce à Inanna Justice, notre premier festival en 2027 de films porno éthiques. Et c'est important parce qu'en plus je n'aime pas parce que la pornographie n'existe pas, c'est comme les jeunes, c'est comme la femme, parce qu'on avait fait une présentation notamment d'un des films d'Eric Halles qui s'appelle Watch Me, qui est un film où on montre un couple et c'est une femme après un cancer du sein qui redécouvre le plaisir avec son partenaire. Ce film, oui, il est considéré comme de la pornographie, il est plein d'humanité et je pense que ce type de pourrait très bien à des jeunes de 17 ou 18 ans de montrer aussi une sexualité autre, avec plein de sentiments d'attention à l'autre, de réappropriation du corps. L'homme n'est pas du tout dévêtu et il s'occupe de sa partenaire, ce qui montre aussi autre chose, notre vision de la sexualité. Donc voilà, c'est intéressant. Juste pour rajouter un petit truc, ça me fait penser, parce que j'en discutais il n'y a pas longtemps, à l'époque, moi maintenant j'ai 34 ans, j'ai été, mes premiers films pornographiques, c'était même pas des films pornographiques, c'était des films érotiques, sur RTL 9, sur M6, et en fait, je remarque vraiment la différence de comment après on va appréhender la sexualité, c'est que tout était plus progressif selon moi, et maintenant on arrive directement dans le vif du sujet avec des jeunes qui ne savent plus du tout faire la différence entre mais encore une fois, ce n'est pas la faute de la pornographie, c'est la faute du manque d'éducation, parce qu'on peut pas mettre la responsabilité sur les acteurs du porno en mode nous notre rôle à nous, ce n'est pas d'éduquer. Moi, je veux bien le faire de temps en temps, je veux bien faire de la prévention, etc. Mais mon métier premier, c'est la pornographie. Donc il faut que un peu tout le monde se mette d'accord pour faire une génération de personnes saines avec leur sexualité, quoi. Super. Et un autre, excuse-moi, mais s'il y a d'autres questions, non, mais ça rejoint aussi l'impact en fait des technologies. Ça a changé la temporalité. Alors je ne sais pas si on le voit vraiment dans les études, mais c'est vrai qu'il y a longtemps, dans un autre temps que les moins de 20 ans, voilà, on se rencontrait, on se plaisait, et éventuellement, à un moment donné, il y avait de la sexualité. Aujourd'hui, en fait, ça devient avec les applis. En fait, souvent, on est dans le schéma inverse. On se rencontre, on se plaît, on a de la sexualité, et peut-être après, il va y avoir le développement des sentiments. Et donc, ça a aussi une répercussion sur la manière dont on entre et on découvre la sexualité, puisqu'avant on n'avait pas ces modèles-là et donc on était maladroits, en fait, j'ai envie de dire un peu ensemble, et c'était comme ça, et c'était bien aussi, voilà. Maintenant c'est un peu différent, d'où l'intérêt, on le voit bien sur les impacts sur le Haut Conseil à l'égalité. On a encore 25% des 18-35 ans qui pensent que voilà, parfois pour se faire respecter, il faut être violent, et qui disent que quand on est dans le cadre d'un couple, bon, quand même il y a une partie du sexe qui est due, et que de temps en temps on a le droit de faire du forcing parce que c'est comme ça. Ces chiffres ils sont encore énormes en 2025, donc on en revient sur l'importance de l'éducation et l'importance des outils qui accompagnent et des nouvelles plateformes, et encore une fois qui ne sont pas assez mises en avant parce qu'elles sont encore freinées par toutes beaucoup d'algorithmes qui jouent contre notre camp quand même. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle qui émergent? Parfait. Oui, bonjour, merci pour tout. C'est extrêmement intéressant. Moi, personnellement, je travaille avec les jeunes sur les questions de sexualité. Et ma question, c'est, je suis bien d'accord avec vous qu'il faut énormément faire d'éducation, mais aussi quid de l'encadrement du porno en ligne et son accessibilité aux plus jeunes, et surtout du porno non éthique, avec des scènes qu'on a beaucoup parlé de culture du viol, etc., avec des scènes de violence sexuelle
assez atroces. Enfin, il y a des chiffres quand même qui sont sortis sur le nombre de violences sexuelles par film porno qui sont assez énormes. Donc voilà ma petite question qui est très large et qui est plus de politique publique, mais ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis à vous. Merci beaucoup. En fait, ça c'est une question. Oui, c'est très intéressant comme question parce que ça soulève un peu une dissonance même chez nous, même dans la communauté. C'est-à-dire que moi, je suis pas forcément fan du terme porno éthique. Le porno, pour moi, ça doit être. Non, mais on en entend beaucoup parler, et c'est plutôt un porno qui est consenti parce qu'au final, c'est quoi l'éthique ? Genre moi, l'éthique, c'est juste être en accord avec ce que je fais. Par contre, je vais le dire très clairement, et pardon si mes paroles vont choquer et vont être crues. Je peux très bien faire un gangbang et trouver ça très éthique, tant que tout a été fait selon mes choix, mon cadre, etc., que tout est bien encadré, il y a aucun problème en fait. C'est juste que oui, on est à une époque où c'est très compliqué en fait d'expliquer aux jeunes ce que c'est vraiment. Et je pense que vu que c'est tellement partout et la protection, par exemple, c'est vrai que maintenant sur Pornhub on peut plus y accéder, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes ? Ils vont aller sur des sites qui sont bien pires, alors que Pornhub, ils sont quand même très stricts, hein. Genre il y a une vraie modération. Moi, quand je publie une vidéo, elle peut prendre 3 jours à être modérée. Il y a une modération à la main qui est faite, etc. Et nous, on ne doit pas non plus se brider dans notre créativité parce qu'on fait de la pornographie. Et la question des jeunes, moi, elle me préoccupe énormément. Hein. La question de la prévention me préoccupe énormément vu que je suis sur TikTok et je vois bien. Mais il faudrait vraiment un peu réformer tout ça. Moi, j'ai déjà pensé à faire... ça serait bien qu'on fasse de nouveau une catégorie, par exemple, film... vous voyez, les films érotiques moins de 16, comme on disait, il y aurait déjà accès. Et le moins de 18, c'est qu'après, refaire une genre de transition. Mais en fait, c'est complexe. Et je pense qu'il y aurait plein de choses à revoir là-dessus, quoi. Moi, Juste, en fait, le truc, c'est que c'est un jeu de dupes. Ça arrive maintenant, et pourquoi ça n'arrive que maintenant, c'est qu'il y a beaucoup, l'État et les opérateurs, les fournisseurs d'accès, gagnent beaucoup d'argent avec ces contenus-là. Ça fait des années qu'il y a plein de pays qui avaient déjà des solutions techniques. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur VRChat et faire du sexe virtuel. Pareil, on est quand même juste encore dans le déclaratif, contrairement au site porno où je mets oui, j'ai plus de 18 ans. Donc, je pense qu'encore une fois, la vraie réponse, ce serait l'éducation. Moi, j'avais une idée, mais forcément, on va dire, elle est complètement cinglée. C'est qu'ils avaient les 18 ans un crédit dans le pass culture. Donc, je crois qu'ils avaient 500 € à dépenser. Pourquoi dans ces 500 €-là, on leur donne pas accès justement à des plateformes où on a vérifié les contenus par rapport au porno, au contenu porno? Pourquoi on leur donne pas accès à des consultations de sexo parce que c'est bien toujours de taper, mais concrètement dans les solutions. Puis j'en profitais pour poser un coup de gueule pour vous montrer à quel point on est dans un jeu de dupes. Elle est pas là, mais on a dans le collectif une entrepreneur qui s'appelle Anne-Gaëlle qui a développé un logiciel qui s'appelle DAPI, qui avec l'intelligence artificielle permet de détecter les situations dans les films de pédocriminalité. Ça veut dire qu'elle distingue la différence de taille des os. C'est un logiciel qui n'existait pas dans le monde et qui a 2 vertus, c'est-à-dire que ça permet à des gendarmes d'être moins en situation de stress post-traumatique quand on fait de la saisie de disques durs ou de téléphone et qu'il faut se fader toutes les heures d'images dégueulasses qu'on trouve et du coup de ne plus vérifier que les images qu'on extrait sur lesquelles il y a des doutes. Et il y a un deuxième enjeu qui est encore plus intéressant, c'est que quand quelqu'un est arrêté, il faut aller très vite parce qu'on peut que l'inculper dans le temps de sa garde à vue. Et donc s'il a énormément de contenu, le temps qu'on trouve sur celui qui va pouvoir l'incriminer, des fois c'est trop tard, la personne est ressortie. Ce logiciel permet de faire ça. Et on travaillait pendant 1 an et demi, ils ont investi 140 000 €. Elle y a mis tout son cœur parce que, encore une fois, les entrepreneurs de la SecTech ont vraiment des valeurs, contrairement à ce qu'on peut dire parfois. Elle travaillait avec le ministère de l'Intérieur, on lui a dit voilà, c'est génial, et au final, on lui dit en fait non. Mais dans la même semaine, on va trouver des articles dans la presse qui vont se targuer que la gendarmerie et la police nationale ont des outils d'avance pour aller traiter ce genre, parce que on se dit mais comment on protège pas mieux les enfants? Je vous dis ça parce que c'est la réalité de truc avec des gens qui développent des solutions incroyables et aujourd'hui du politique, des pouvoirs en fait qui ne financent pas, qui plantent des gens sur des solutions qui sont d'utilité publique, puisque là, encore une fois, on parle bien de protéger des enfants de pédocriminels. Voilà.
Et si je pouvais juste rajouter un petit truc par rapport à Pornhub, c'est qu'il y avait toute cette idée de... déjà, il y a certains sites où c'est comme ça, où on scanne en fait sa tête et ça repère avec l'IA si on est majeur ou mineur. Mais par exemple, ça pose d'énormes problèmes sécuritaires aussi pour les sites pornographiques, parce qu'il suffirait qu'après qu'on soit fiché ou que nos clients soient fichés, parce que du coup, ça va être quoi dans 20 ans, on va voir, celui-là, il est beaucoup allé voir ça au cas où. Genre, il y a aussi une question de fichage et tout qu'il faut toujours garder en tête. Mais nous, c'est sûr, on perd de l'argent, mais il faut protéger les mineurs. Et il y a plein de choses à mettre en place, mais selon moi, on va pas dans le bon sens, en fait, tout à fait. Mais il n'y a pas vraiment de solution définie pour tout ça encore, à part l'éducation. Oui, moi je voudrais juste quand même nuancer un petit peu là, parce que entre protéger les enfants de la pédocriminalité et interdire l'accès à la pornographie aux mineurs, il y a oui, voilà, je veux dire, entre 14 et 18 ans, je sais pas dans quelle mesure ça a du sens d'interdire l'accès à des contenus de sexualité explicite, sachant que souvent les jeunes sont déjà actifs sexuellement. Donc il faut quand même faire attention à la question des âges, de ne pas dire non, avant 18 ans, interdiction d'accéder à des productions culturelles qui abordent la sexualité. Je ne suis pas sûre. Enfin, moi je voilà. Oui, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va leur montrer au final. C'est parce que la pornographie, c'est tellement large et c'est quand même des cerveaux d'adolescents qui sont pas forcément formés pour capter que certaines mises en scène, c'est juste des mises en scène, même si elles ont l'air. Il y a des mises en scène qui sont vraiment très 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 hard, mais ça plaît à des gens. Et si c'est tourné dans des bonnes conditions, c'est ok. Mais parfois, les adolescents ne sont pas, selon moi, en mesure vraiment. Je le vois bien sur TikTok, etc. de faire parfois un peu genre la différence entre, je sais c'est très naïf de penser comme ça et c'est de leur enlever un peu de leur réflexion, mais parfois il faut c'est compliqué parce qu'est-ce qu'ils peuvent voir au final, c'est juste ça, c'est qu'est-ce qu'on les autorise à voir de la sexualité, il y a aucun problème, mais quoi au final? Après, je pense qu'on peut... Enfin, en tout cas, il y a des travaux récents qui ont été faits. Nous, on a un peu travaillé auprès d'ados dans l'étude. Mais par ailleurs, il y a l'INJEP, l'Institut national du jeunesse et éducation populaire, qui a fait une étude il y a pas très longtemps. C'est Yael Amsalem-Mingui et Arthur Voitou qui ont fait ça, justement auprès de jeunes sur leur consommation de porno sur Internet, et qui avait quand même un discours tout à fait nuancé sur les risques liés au porno, au sens où, en fait, dans la réalité, donc là, quand on demande à des vrais jeunes qu'est-ce que vous allez regarder quand vous regardez du porno, ils sont extrêmement raisonnables. C'est-à-dire que, en fait, la plupart des choses, ils disent waouh, non, là, ça, c'est pas pour moi. Je comprends rien à ce qui se passe là-dedans et ça m'intéresse pas. Et que la définition même ce qui montrait très bien, c'était que la définition même de porno pour les plus jeunes, par exemple des gamins de 12 ans, il y en a qui vont dire, en fait, 2 personnes qui s'embrassent avec la langue, ça, c'est porno. Et ça, je veux pas le voir, déjà. Donc, après qu'ils soient agressés par des images qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux, mais là, c'est des formes de violence, du coup, qui ressentent, mais parce qu'ils reçoivent des images inappropriées et non consenties. Mais ça rentre pas. Enfin, c'est quand on leur demande ce qu'eux ont envie de voir, parce que nous on leur laisse voir, mais ce qu'ils ont envie de voir, c'est généralement assez. Comment dire, oui, voilà, c'est pas très extrême en fait. Et je parle vraiment des ados, quoi. Je suis pas en train de parler des 18 ans et plus. Quand on dit voilà, les gamins et les gamines de 14 à 16, 18 ans. Ont, dans la réalité, un rapport assez progressif à leur initiation autogérée, parce que effectivement, je suis d'accord avec vous, on n'est pas foutu de le faire à l'école alors qu'on devrait, mais il ne faut pas non plus imaginer que
tous les gamins ont un rapport extrême à la consommation de sexualité. La plupart d'entre eux sont encore à des âges où ils sont très dégoûtés et distants de ces choses-là. Il y a quand même ce qu'on enregistre, parce que c'est quand même, on peut se poser la question, même si c'est pas extrême de ce qu'on enregistre et de ce qui est très visuel, et quand à 17 ans, on rencontre des mômes qui disent, en fait, la fin, excusez-moi pour le terme, mais la fin normale d'un rapport sexuel, c'est une éjaculation faciale. Ça pose quand même, parce qu'il y a tout ce qu'on induit, et on voit qu'après, qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché? On retrouve des compléments alimentaires pour avoir plus d'éjaculat, parce que finalement, ça devient un marqueur de la masculinité. Donc en fait, il faut, même si c'est pas choquant à un moment donné, c'est comme quand on disait la culture du viol ou dans ce qu'on intègre. Ce qu'on intègre n'est pas forcément choquant, mais finalement, ça reste là quelque part et ça a un impact. C'est pour ça que je dis, je suis pas contre non plus. J'ai mis attention à ce qu'on leur propose et comment on les accompagne. Je vais me permettre de conclure. Je suis désolée de vous couper parce que je pense qu'on pourrait continuer longtemps les échanges. Je pense que ça apporte vraiment l'idée que justement, quand on parle de cybersexualité, avec toutes les populations, mais spécifiquement aussi beaucoup avec les mineurs, on le voit, il faut être extrêmement critique. À la fois sur se poser la question de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qui existe, mais aussi qu'est-ce qui est réel. D'aller justement, je vous encourage vraiment à aller voir justement les travaux de Yael Amselem-Menghi qui sont incroyables, qui vraiment mettent en contexte ce qu'on sait des ados, qu'est-ce qu'ils nous disent, quelles sont leurs pratiques, et parce qu'on fantasme beaucoup le comportement et les réalités, et je pense que c'est hyper intéressant justement de toujours se questionner et de se réactualiser par rapport à ça. Donc franchement, merci pour toutes les ouvertures que vous avez faites sur la table ronde. Malheureusement, on est déjà sur la fin, j'aurais envie de continuer. Mais je vous demande, vraiment merci hyper sincèrement, et je vous demande d'applaudir tout le monde. Et on va inviter aussi Camille Regache pour faire la clôture de cette journée. Ouais, c'est ça, non mais là-dessus, je pense que c'était justement, il y a la dérive et il y a la... Oh, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Joli, ça. Ah bah merci, les petites vaches, toujours... Oui, je pense qu'il y a aussi la réalité, c'est pour ça que c'est intéressant ce débat aussi, là, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans les... Oui, complètement. Voici Camille Regache qui va conclure cette journée comme habituellement pour les personnes qui ont l'habitude de venir. Nous avons toujours une joyeuse, pas toujours joyeuse, mais en tout cas une conclusion de Camille qui brillante. Merci, c'est exactement le mot complètement adapté. Qui va nous conclure cette journée avec son regard de journaliste. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être encore présente à cette heure avancée de la journée, même de la semaine. Je vais essayer d'articuler un peu. Ça fait depuis ce matin 9h que je suis assise là en train de taper sur l'ordinateur. Si vous êtes arrivés comme moi à 9h, ça fait donc 8h qu'on est là et qu'on est ensemble dans cette salle. Ça va être, je vais essayer de faire une conclusion rapide, j'espère un peu légère, brillante, je sais pas, et drôle, on verra. Voilà. Donc déjà, merci encore de m'avoir conviée pour la 4e année consécutive à clore cette journée d'études du RSSP. On me demande toujours un moment de synthèse, énormément de synthèse critique, et tous les ans, j'essaye. Mais bon, vous adressez comme critique quelque chose, quand on atteint des journées où on prend par exemple du temps pour définir et critiquer l'homonormativité avec Pierre Lindergang, quand on questionne la porosité entre les communautés poly-A et neuro-A, et quand Marie-Claude Larcher explique que, je cite, si on veut être polyamoureux, on est obligé d'être anticapitaliste. Bon, je pense qu'on est déjà assez collectivement avancé dans l'exploration des interstices, des questionnements. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Non, mais est-ce que le RSSP va bien? Je pense que oui. À titre personnel, je vais ranger dans mes archives cette très belle édition sous les étiquettes anarchie relationnelle anticapitaliste, chien saucisse sur scène, consultation en live, libido boost et danse sur cheval d'arçon. Je vous redonne quand même le titre officiel, Descrypter les sexualités, réflexion autour des normes et des diversités. Et bien sûr, le sous-titre officieux, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Est-ce que vous l'avez eu en tête toute la journée? Moi, vraiment oui.
Il est temps que ça se finisse. J'étais emballée dès l'annonce du programme parce que la réflexion sur la norme hétéro, c'est une réflexion qui est au cœur de mon travail de journaliste indépendante. Si on s'est encore jamais rencontrés en 4 ans, voilà, je travaille sur les questions LGBT et féministes, sur la place dans la société des identités marginalisées. Et donc cette édition a réuni dans un même événement un spectre très large de personnalités, de personnes dont j'admire le travail. Déjà ce matin avec Monique Wittig, pas en personne, mais le côté un peu nerd de la Sorbonne, j'avais envie de reciter la sociologue Natacha Chekouti-Ozorowicz qui disait « L'hétérosexualité est envisagée par Wittig comme un système social fondé sur des rapports de pouvoir qui définit nos perceptions et qui fait obstacle à nos perceptions. » Et je crois que c'était exactement le fil conducteur d'une grande partie de la journée. Comment imaginer des possibles désirables dans un monde figé par le conforme, l'hétérosexualité, la monogamie, etc. Une journée qui réunissait donc Monique Wittig et Maëlle Coutan, le Tréma pour son travail documentaire, comme il disait ce matin, sur la virilité, en passant par les statistiques de l'enquête Contexte des sexualités en France qu'a présentée Armelle Andro ce matin. De cette présentation, de cette enquête, je retiens les quelques phrases que je vais vous citer. Le premier rapport, c'est pas un événement, c'est un processus. On fait moins de sexe, mais a priori, on le fait mieux. Depuis qu'on a ouvert la discussion publique sur la violence et le consentement, les gens sont plus heureux de leur vie sexuelle. C'est pas rien. On va vers un rapport à la sexualité des femmes qui est autonome et moins relié à des relations. Et surtout, quid de la fin du régime hétérosexuel ? On progresse. On progresse. Quelle bonne nouvelle. Une chose m'a pincé un peu le cœur quand même, c'est que les chiffres, c'était comme 78% des femmes, 66% des hommes accepteraient l'homosexualité de leur enfant, et 40% des femmes et un homme sur 3 la transidentité de leur enfant. Voilà, donc quelque part, l'écart à la norme, il n'est toujours pas envisagé, souhaité, accompagné dans les relations familiales. Et bon, si la société bouge, les représentations bougent, la norme, elle est quand même toujours a priori ce qui est quand même souhaité par pas mal de personnes pour leurs enfants, à défaut de pour eux-mêmes. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai appris qu'il y avait 21 259 personnes de 15 à 89 ans qui avaient répondu au téléphone à un questionnaire sur leur vie sexuelle, j'étais un peu émue. J'imaginais tous ces gens suspendus à leur téléphone, dans leur cuisine, leur chambre, leur voiture, en train de réfléchir. Combien de partenaires Est-ce que j'ai beaucoup pratiqué les CUNY Répondre à la question, c'est quoi vos organes génitaux? Bref, pour cartographier toutes ces positions possibles, tous les possibles. Et cette cartographie du désir par la statistique, moi, ça m'émeut aussi un peu parce que ça donne des faits, du concret pour argumenter face à d'autres imaginaires, des présupposés, des clichés, et c'est quand même extrêmement précieux. Je me suis dit aussi que si j'étais émue, c'est peut-être parce que j'aime faire mon métier de journaliste avec tous les moments de dialogue, de parole, de recueil de témoignages qui y supposent, et que je me serais bien vue moi aussi en tant qu'enquêtrice pour demander à une de ces 21 000 personnes « Et vous, votre vie sexuelle ?» Et je me suis dit que peut-être que vous aussi, c'était un peu ce que vous aimiez dans vos métiers, et cette parole, les interviews à huis clos pour le coup, et les mots, quoi, au fond. Et je crois que pour moi, les mots, c'est un peu le fil directeur aussi de cette édition en particulier, des enquêtes téléphoniques de ce matin, à ce que disait Gabrielle Seianelli cet après-midi, qui disait que son travail, c'était de faire verbaliser ou imaginer aux gens quel était leur érotisme et leur champ des possibles, pour qu'ils puissent définir leur terrain d'exploration érotique, donc mettre des mots sur le désir, sur son non-désir aussi, mieux comprendre aussi ce qui n'existe pas avec les mots, enfin qui existent sans mots plutôt, avec le fait que ce matin on ait aussi parlé de l'incompréhension des normes sociales par les personnes neuroatypiques, avec Géraldine Koff qui expliquait que la neurodivergence, ça a apporté aussi une déconstruction des scripts relationnels, parce que les personnes autistes, donc là je la cite, ont des difficultés à comprendre les codes sociaux. Cela laisse une liberté au niveau de ces scripts qui vont être totalement à l'image de ce que la personne comprend et souhaite, loin des scripts soi-disant naturels, évidents et universels. On est censé quitter cette salle dans 8 minutes. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre ? On a parlé de mots aussi dans la table ronde sur les diversités relationnelles, sans forcément définir l'amour, ce qui est un peu au programme, qui est un peu un défi. Mais sur ce que la manière de nommer les relations crée comme hiérarchisation, sur l'idée que nommer, c'est est-ce que c'était classé, est-ce que c'était possible et souhaitable de hiérarchiser les relations. Et j'ai beaucoup aimé les réponses apportées qui tournaient autour de, pour Marie-Claude Larcher, c'est la relation qui se définit dans son importance elle-même, et de Juliette Orange qui se questionnait, je cite, « Faut-il parler de hiérarchie ou d'asymétrie ? Avoir une place différenciée, c'est avoir une place quand même. »
Cette question de la place, elle a aussi été abordée avec la dimension spatiale du désir et ce que les espaces physiques autorisent ou interdisent du désir. C'est à la fois présent dans cette discussion sur le polyamour et l'impossibilité du polyamour dans les espaces familiaux partagés, ça a été mentionné en Colombie. Ça a été rappelé par Didier Roth-Bétoni cet après-midi sur la disparition des espaces publics comme espaces de pratiques sexuelles qui avaient été cruciaux historiquement pour la communauté gay. Et a été rappelé aussi dans la même table ronde l'importance de la chambre à soi, de la possibilité d'aller dans un espace dédié à l'exploration érotique, un espace qui soit physique pour qu'une exploration mentale elle puisse advenir. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? Tous les ans, j'apprends donc du coup beaucoup avec vous et j'ai appris aujourd'hui qu'il n'existait pas d'usine de sextoys en France et en Europe, si j'ai bien compris, que ChatGPT allait bientôt avoir une mise à jour pour lui permettre d'avoir des échanges sexuels avec les utilisatrices, qu'il existe des compléments alimentaires pour avoir plus d'éjaculat. Je veux en savoir plus, je comprends pas. Vraiment, beaucoup de questions, mais il faut que je continue. Qu'il existe des pensées anticapitalistes et anarchistes autour du polyamour et que des personnes arrivent dans ces pratiques-là, on va dire, depuis MeToo, par la porte du militantisme. Ce qui, moi, m'a toujours posé la question, du coup, de l'éternelle question de la force des convictions militantes, l'intellectuel face au désir qui, par essence, l'est moins. J'allais dire, voilà, est-ce qu'on peut contraindre intellectuellement son désir ? J'allais dire, vous avez 2 heures, mais non, il nous reste 6 minutes, donc on réfléchira plus tard. Je voulais vous proposer des citations complètement hors contexte qui, moi, m'ont interpellée. Moi, je suis de la religion, l'érotisme est salvateur. Si le polyamour a le vent en poupe, c'est qu'on parle d'amour et c'est sexy, plus qu'un gangbang. On n'a pas du sexe que pour jouir, mais pour se dépasser, pour du plus grand, presque du divin pour certains. C'est tout un programme de thérapie qui peut occuper un bout de temps. Vivre ses besoins, ses envies, c'est un choix politique qui consiste à s'assumer et se visibiliser, avec rajouter derrière, mais ça peut avoir un coût. Vérifier que tout le monde a le même nombre d'heures passées avec tous ses partenaires dans un cadre de polyamour, ça fait beaucoup de mathématiques pour faire du sexe. Je crois en la possibilité d'une libération des corps après la libération de la parole. Et le problème du sexe est un problème de désir. Toujours en toute subjectivité, mes citations préférées, ce sera à propos des enquêtés et leurs pratiques. Un doute qui a été levé quant à la question des hommes qui répondent positivement à la question du sexe anal. Sur la sexualité anale, je cite, « On est certain, c'est bien de leur anus dont il s'agit. » Si on a 3 partenaires et qu'on veut passer un week-end en amoureux à la montagne, ça fait 3 week-ends à la montagne et le budget explose un peu, sur les limites budgétaires des désirs. Et pour finir, crier sur une grenouille, c'est le move le plus hétéro qui existe. Je vous laisse méditer. Je crois que le programme, dans tous les cas, c'était toujours un peu comme tous les ans d'arriver à penser la norme depuis les marges. Et j'ai, à titre personnel, vraiment aimé toutes les interventions sur le fait que la norme elle est mouvante dans le temps, qu'elle a changé, qu'elle change encore, bien sûr. Et je crois que les réflexions les plus fines que j'ai entendues aujourd'hui, en tout cas celles qui sont les plus riches pour moi, c'est toutes celles qui... parce que mon point de vue, c'était celle d'une journaliste qui est aussi au contact de milieux militants LGBT, dans lequel la norme est quand même toujours rejetée, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai beaucoup aimé les réflexions sur le fait que la norme, elle n'est pas forcément toujours à rejeter comme contrainte, mais qu'elle est aussi potentiellement là pour qu'on s'émancipe à un moment où on a envie de le faire, que tout ça, c'est qu'on peut l'habiter dans un moment temporaire, que ça peut être une protection, et que ce que Pierre Niedergang disait dans la normativité, vers la normativité queer, son texte, c'est de proposer ce chemin d'une norme choisie pour le meilleur, pour l'émancipation de tous. Et je pense que c'est quelque chose de très joyeux à envisager. Et je ne pensais pas un jour faire l'apologie de la norme, vraiment. Mais je crois que c'est en partie ce que je vais retenir de cette journée, c'est la possibilité de la penser comme un espace dynamique et de la construire comme un espace désirable. Donc en conclusion, et un peu comme tous les ans, on va dire que je suis frappée par la manière dont l'ensemble des discussions de la journée tournent toujours autour de la possibilité de faire des choix éclairés et guidés par les envies. Peut-être je me répète un peu tous les ans, mais je pense que c'est toujours chouette de le redire. Et j'ai du coup, dans cette perspective, beaucoup aimé la définition de la diversité relationnelle que Juliette Orange a dit ce matin. La diversité relationnelle, c'est porter un choix éclairé sur la manière que l'on a de relationner, en rajoutant l'idée que c'est concerné à la fois les personnes non monogames et les personnes monogames. Et je pense que c'est toujours de ça dont il s'agit, dans l'idée d'éclairer les normes depuis les marges, c'est de proposer un plus grand éventail des possibles pour tout le monde. Et à chaque fois qu'on réfléchit à la norme, moi me revient toujours ce slogan d'une marche de fierté, je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a 10 ans je pense, mais j'ai un doute. Le slogan c'était « Nos luttes vous émancipent ».
Et ce qui est vrai pour la lutte des droits des minorités est vrai, je pense aussi, pour les pratiques sexuelles, les imaginaires. Et je pense qu'on peut dire que nos libertés d'exister à la marge émancipent de la norme absolument tout le monde, même ceux qui l'habitent. Et ce qui est nouveau en revanche depuis 10 ans, et ça a été rappelé aussi, c'est le niveau d'anxiété collectif et des jeunes générations, qui est, je cite Denise Medico, un tueur de l'espace d'exploration de l'érotisme. Donc merci à tout le monde aujourd'hui avoir pu avoir une occasion renouvelée de rappeler ensemble que questionner, analyser, jouer avec les normes sociales, les normes de genre, les normes qui nous oppressent, c'est un acte éminemment politique, dans un contexte de montée en force des mouvements conservateurs réactionnaires, pour qui la diversité est à minima une menace, et on pourrait dire la normalité un outil de domination des groupes minorisés, quels qu'ils soient, femmes, personnes racisées, personnes LGBTQI. Aujourd'hui encore, donc pardon, je voulais faire léger, je finis avec le fascisme, c'est super. Donc aujourd'hui encore, des journées comme celle d'aujourd'hui permettent de réaffirmer collectivement que la liberté d'explorer ses désirs, la possibilité d'identifier ton désir, le décrypter, être serein avec lui, pour reprendre cette progression en 3 temps qui a été proposée dans la conférence théâtrale, cette liberté-là, elle permet d'être vivant et d'habiter des futurs désirables sur mesure à soi, pour les autres. Merci beaucoup pour cette journée. Merci beaucoup Camille pour cette conclusion, toujours brillante, effectivement. On voulait vous remercier. Ça marche pas. Magnifique. On voulait vous remercier infiniment. Merci beaucoup Camille. Je sais pas, ce talent d'improvisation, d'écriture, d'humour en temps réel est absolument exceptionnel. L'organisation de cette journée, ça a été cette année encore un défi. Mais un défi excitant, exigeant, et où on s'est pas mal marré, amusé finalement. Mais pour ça, on a eu la chance de travailler avec un réseau, avec des partenaires de grande qualité qu'on voulait et qu'on devait remercier, et d'un professionnalisme exemplaire. Donc déjà, merci à la Ville de Paris et à la mise à disposition de cet auditorium, à leur disponibilité, à nos très nombreux mails jusqu'à la dernière minute. À Santé publique France, dont le soutien scientifique et financier nous permet de continuer notre action associative, tout comme le CD 93. La compagnie Asiadé pour le projet théâtre, la maison d'édition La Musardine, ils sont repartis malheureusement pour leur venue annuelle et l'énergie qu'ils y déploient. Les membres du conseil d'administration qui ont fourni un travail juste fou, à la fois créatif, organisé, rigoureux, le tout avec pas mal de rire et de verre à chaque entrevue. Et puis un remerciement tout particulier à Dimitri, derrière, qui a accepté de filmer bénévolement et de transbahuter son propre matériel et de nous donner son expertise toute la journée pour nous permettre d'être retransmis et filmés dans de bonnes conditions, malgré parfois les difficultés. Un immense, immense merci à lui. Je pense. Et puis merci à vous tous et au réseau que vous constituez. On espère vous voir très nombreuses l'année prochaine, mais surtout tout de suite, puisqu'on se retrouve au bar de la au saucisse.